Libre penseuse, libre penseur, bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne de Océan de Coach, la chaîne 100% coaching. Et aujourd'hui, donc, nous sommes là pour un nouveau bric-à-brac d'idées sur, qui va porter sur le thème de l'erreur. Et la question donc, pourquoi l'erreur rime avec terreur, mais aussi meilleur. Alors avant de poursuivre, je vais me présenter. Donc je suis Mélanie Aina-Recaveri, coach professionnel et j'accompagne mes clients à réfléchir, décider et agir, même quand ça semble difficile. Donc revenons sur l'erreur, cette aversion à l'erreur qui soulève finalement différentes angoisses. On a parlé aussi de meilleur aussi qui est aussi finalement, agitée aussi, enfin mise en valeur, on va dire, où on invite les gens, les personnes à faire, des erreurs. On peut entendre le try again quand on fait un game over notamment dans le domaine des jeux vidéo, par exemple, si on va dans le domaine des loisirs et il y a derrière cela aussi une invitation à la découverte, à l'innovation, mais aussi à d'autres choses et donc nous allons profiter de ce live pour, figurer un peu, de ces terreurs-là, qui sont pas toujours dites, de ces terreurs, mais qui sont aussi explicables et même peut-être tout à fait normales, je dirais, dans la vie d'un individu et normal aussi d'avoir, cette aversion à l'erreur, bien qu'on encourage aussi à y faire face et dans Dans la façon qu'on a de représenter, les rues, on s'aperçoit aussi que ça dépend aussi de quelle définition, comment on s'y prend, de comment on voit l'apprentissage. Qu'est-ce que signifie le fait d'apprendre? Et selon donc les différents modèles pédagogiques auxquels, nous nous appuyons, il va pas y avoir le même rapport déjà à l'apprentissage, mais également le même rapport à l'erreur. Donc cette question de l'erreur, cette aversion de l'erreur, c'est une question aussi, qui s'adresse aussi bien aux apprenants, donc à toute personne qui va faire connaissance, qui va apprendre dans tout domaine confondu finalement, mais également aussi, à celui qui va s'occuper de transmettre aussi ses de transmettre quelque chose finalement, soit une leçon. Ça peut être également un manager aussi qui va s'occuper aussi de la montée de compétences, d'individus. Ça peut recouvrir différentes relations. On peut voir aussi, la relation parentale aussi. Donc je dirais qu'on est là sur un terrain universel qui s'applique à différentes situations, personnelles, professionnelles. On a parlé aussi des loisirs tout à l'heure. Donc pour ouvrir cette représentation, parler de modèles pédagogiques, mais donc pour bien se figurer de ces angoisses que l'on peut avoir, aussi bien du côté de celui qui apprend et qui se risque à faire des erreurs et donc risque, à faire face au mécontentement de celui qui l'apprend ou des personnes qui l'entourent. Il y a également l'angoisse du professeur, de l'enseignant, du parent ou toute autre figure qui, à un moment donné, est amenée à transmettre à quelqu'un d'autre, que ce soit de manière, officieuse ou, même, officielle. Alors, pour commencer, je vais m'appuyer donc sur ce livre de Jean-Pierre Astolfi, «L'erreur, un outil pour enseigner» et d'ailleurs, vous pouvez retrouver dans le lien de description une brochure
qui va justement retracer les différents statuts qu'elle que que peut avoir, l'erreur selon les modèles pédagogiques. Donc je vous invite à aller cliquer sur le lien pour aller prendre connaissance de tout cela. Donc là-dedans, dans ce livre, Jean-Pierre Assoufi nous parle de 3 modèles pédagogiques et il va y avoir par exemple, le premier modèle qui va être, le modèle transmissif. C'est un peu comme si l'on voyait, l'apprentissage un peu comme si il y aurait un assemblée de connaissances qui viendrait sur un tapis roulant et qui viendrait entrer finalement, dans la tête, d'un individu, d'un enfant ou voilà, d'un individu qui va apprendre. Et dans ce modèle-là, dans ce modèle transmissif, l'erreur ici, elle va être représentée finalement comme une faute. Ça va être représenté, comme une faute qui va peser sur la tête de celui, qui la commet, de celui qui apprend puisque, dès lors où soit l'enseignant ou autre figure voit ce décalage entre ce que lui, il a transmis ou ce qu'il a voulu transmettre et le décalage de ce que, l'autre applique, donc ici, il y a une erreur ici et l'erreur vient donc, de la faute de celui qui apprend, qui n'a pas reproduit fidèlement ce qu'il devait entendre, ce qu'il devait apprendre et donc va s'ensuivre de ça, dès lors qu'on parle de faute, comment on va traiter donc, cette erreur-là, cette faute? Eh bien, on va la traiter comme, ben, voilà, on va la traiter en mettant une sanction. On va sanctionner donc la personne et donc là, ici, on peut bien facilement comprendre que, cette aversion à l'erreur, elle ne vient pas de nulle part non plus. C'est pas quelque chose, d'imaginé. C'est aussi, bah, le risque, si on s'expose à avoir des sanctions, d'autant plus si on veut avoir un beau parcours, mais on peut s'exposer à, par exemple, si on est dans le domaine de l'école, à avoir des mauvaises notes, à avoir, des zéros sans avoir compris parfois ou alors, on peut s'exposer à quelque chose qui amènerait à l'échec de son objectif et on comprend bien que quand c'est traité de cette façon, c'est quelque chose qui peut décourager la prise d'initiative quelque part et dans ce modèle transmissif, on voit aussi qu'il y a cette idée qu'elle traduit aussi finalement une angoisse aussi de la part, de celui qui s'occupe de transmettre et là-dedans, Jean-Pierre Soffi parle du syndrome de l'encre rouge. C'est-à-dire, dès le moment où il y a une erreur, de biffer, de souligner en rouge et ou en fait, d'avoir aussi peut-être un ensemble de stratégies qui va plutôt s'agir de quelque chose qui traite de la névrose, plutôt de quelque chose de qui est d'un stimuli, qui vient d'un stimuli, négatif que la personne ressentirait et qui ne va plus se questionner sur, le bien-fondé de son action, c'est-à-dire cet effet, est-ce que ce qu'il va faire va avoir cet effet, d'améliorer l'apprentissage chez l'autre? Ou quel effet finalement ça va avoir? En fait, il n'y a plus de prise, c'est quelque chose un peu automatique, il n'y a pas de prise en compte de la didactique ici. C'est-à-dire, ça peut être un acte, spontané pour soulager une souffrance, finalement la souffrance de voir cette erreur, l'envie de se tirer les cheveux, qui, amènerait donc à pour traiter cela, à agir de la sorte, à
corriger, à avoir soit cette action-là ou d'autres aussi, hein, qui va peut-être avoir des fois pour effet de décourager finalement, l'autre personne et avoir un effet qui n'est peut-être qui n'est pas forcément qui n'est pas toujours en tout cas, je dis voilà, qui est pas toujours intéressant qui n'est pas toujours intéressant, dans le si surtout si c'est fait de manière systématique, dans le but, qu'on souhaite transmettre quelque chose, on souhaite faire améliorer, la réception de ces informations, la compréhension en tout cas, des opérations et pour, la bonne exécution. Et je dis, systématique parce que finalement, si on regarde sur, l'apprentissage, parce que là on a parlé un petit peu des défauts, mais c'est vrai, finalement, quelque part aussi parce que le fait de parfois, le fait, de vivre quelque chose de fort pour un apprenant, avec une connotation émotionnelle forte, va faire qu'au moment où la personne va recevoir, le retour, peut-être brutal finalement quelque part, va recevoir la correction et bien, ça peut avoir cet effet aussi d'une mémorisation à long terme, tellement, ça a activé des émotions fortes chez elle et ça va permettre peut-être une rétention. Mais ça, à condition qu'au moment où elle reçoit cette correction, elle ait compris ce qui ce dont il était question. Parce que, eh bien, des fois, c'est l'acte qui est retenu, mais pas mais pas ce q mais pas, les apprentissages qui devraient peut-être en découler. Donc voilà aussi, c'est se questionner aussi sur cet effet-là, effet bénéfique ou délétère sur l'apprentissage, sur même peut-être l'estime, de soi de l'autre personne. Est-ce que ça va te décourager? Qu'est-ce que ça va produire finalement à long terme? Donc il y a ce modèle transmissif-là. Parlons donc des angoisses heu, de celui qui sanctionne. Au moment où il voit ce décalage entre ce qu'il attendait et ce qu'il, voit, eh bien, qu'est-ce que ça traduit aussi? Le fait de voir une erreur, ça peut venir aussi questionner, re-questionner aussi, bah, ses compétences aussi. C'est-à-dire s'il y a un résultat ici qui n'est pas fameux, quel a été son rôle aussi là-dedans? Est-ce que, eh bien, quelque part, il peut y avoir aussi une forme de culpabilité peut-être reniée quelque part ou non qui dont on va, s'occuper par, d'autres des actions, néfastes finalement quelque part. On peut y avoir, ces angoisses-là et peut y avoir de cela, mais aussi il y a le fait aussi de au moment où arrive peut-être cette discussion entre celui qui transmet et celui qui est en apprentissage, ça peut être très déstabilisant pour la personne qui transmet, qui a, elle, des repères solides, de discuter, d'ouvrir le dialogue ou bien de voir les résultats que donne l'autre individu et de se perdre dans finalement dans le marasme de ce que l'autre a essayé de construire. C'est-à-dire, il peut lui-même échouer finalement ici à trouver un sens et à ramener, c'est-à-dire qu'il faut que c'est un peu, j'ai envie de faire la métaphore de la noyade où, en essayant de sauver quelqu'un qui se noie, ça peut être dangereux parce il peut aussi nous entraîner dans la noyade. Donc ici, ça interroge aussi, les compétences et c'est pour ça que je dis ici, ça demande à comment on voit l'apprentissage. Est-ce qu'il s'est réduit à énoncer, des idées? Ou est-ce qu'il
à énoncer des idées, à proposer des mises en situation. Heu, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Parce que là-dedans, ça interroge aussi la compétence ou alors même la nécessité pour celui qui transmet, s'il ne sait pas, d'aller lui-même se remettre en situation d'apprentissage face à ce qu'il voit, se mettre en situation d'apprentissage alors que lui-même il est en train d'apprendre, mais se mettre en situation d'apprendre à apprendre à l'autre. C'est-à-dire à comment il va s'y prendre donc pour accompagner cet autre qui est en difficulté pour lui, ne pas sombrer non plus, vers cette difficulté, face au décalage où là, heu, lui il a des repères solides, des acquis solides, l'autre, il y a peut-être des représentations, très chaotiques ou alors des incompréhensions, affolantes, qui peuvent être affolantes et qui va peut-être déclencher des situations d'impuissance aussi pour, l'autre et l'impuissance, c'est aussi comment on traite l'impuissance. Est-ce qu'on va aller chercher? Est-ce qu'on va aller se suspendre? On va aller apprendre, aller se former? Ou est-ce que bien, on va s'acharner sur l'autre? C'est aussi, cette question-là et je lui dis: «Apprendre», mais des fois, dans ce que l'on recherche, il n'y a pas de à notre disposition, il n'y a pas de connaissances disponibles. Parfois, oui, on peut trouver et des fois, eh bien, ça demande aussi, ben, un tâtonnement, de la part, du pédagogue. Et ça, c'est des choses qu'on peut voir aussi, bah, dans l'histoire de la pédagogie. J'ai souvent parlé aussi de Serge Boimard qui, s'est retrouvé en difficulté lorsqu'il était enseignant et qui faisait face à des élèves qui avaient, des comportements très difficiles. Ils avaient des comportements, difficiles, qui ne restaient pas en cours, ils pouvaient être violents et voilà et lui, enfin on peut facilement si on se met à sa place, on peut facilement imaginer, hein, la situation inconfortable que toutes les émotions que cela peut procurer et il disait aussi eh bien que dans son cas, dans sa situation et bien il estimait qu'il était en faute professionnelle parce qu'il n'arrivait pas à faire son travail, et donc c'est une personne qui a tâtonné, qui était dans l'incertitude, qui a fait face à l'incertitude et qui a tâtonné. Et lui, ce qu'il a commencé à faire, il a choisi un livre et il a commencé à lire. À sa grande surprise, c'est-à-dire il n'avait pas prévu lui, mais à sa grande surprise, il a vu que les élèves étaient réceptifs et qu'ils se mettaient à l'écouter, chose qui n'était pas le cas avant et que même les personnes qui sortaient commençaient à rentrer et donc lui, il a fait ça et si on le demande pourquoi il a fait ça et pas autre chose, beh, parce que il ne savait pas quoi faire d'autre. Vous voyez, il y a il savait pas quoi faire d'autre et c'est ça qu'il a fait, qui a eu un effet là, on va dire, il est un peu comme un découvreur, là, ici, quelque part. Il y a vraiment quelque chose d'inconfortable où il y a un fossé immense entre, ce qui est attendu d'un enseignant, ce qui est attendu d'un élève et puis, peut-être ce manque de ressources aussi, de de la part du système dans lequel, il travaille. Eh bien, donc il a tâtonné et il a fait des expériences et c'est au fil de ces expériences où on voit que, bah, lui, il raconte, il a fait des erreurs, c'est-à-dire, il a adopté différentes postures qui a fait qu'au fil du temps, des expériences, il a pu développer une méthode qui une approche, je dirais même, qui permet non seulement aux enfants en situation de décrochage de
j'allais dire de raccrocher les wagons, de ça permet de les recruter, mais permet aussi dans les exercices, dans les mises en situation qu'ils proposent aussi de révéler l'excellence des de très bons élèves aussi. Donc ici, c'est on est face à quelqu'un qui était face à des situations très angoissantes. Moi, j'imagine très bien que de cette situation-là, si on ne s'ose pas à se faire, des découvertes, on peut se retrouver dans d'autres issues que celle-ci. Et ici, ben, il a tâtonné. Il a tâtonné et ça a abouti par la suite sur quelque chose, sur une découverte qui apporte aujourd'hui à aux écoles. Il y a il y a il y a des témoignages aussi plutôt impressionnants qui qui a montré un peu une corrélation entre le moment où il y avait une mise en place de cette méthode-là et une baisse de violence de la part des enfants. Ou dans des établissements, il y avait souvent, heu, les autorités de l'ordre qui devaient intervenir et qu'après cela et ben ça s'est, il y avait plus besoin finalement. Donc c'est quand même je trouve c'est très encourageant en tout cas. Donc revenons sur, ce que nous parlions, donc le modèle transmissif. Et là, ça amène déjà à des pistes de comment on va donc on parlait des angoisses que peut recevoir celui qui se fait sanctionner, mais aussi, bah, les angoisses de celui qui sanctionne quelque part. Et donc, Jean-Pierre Astolfi, il parle également d'un autre modèle qui est le modèle comportementaliste ou bien behavioriste, qui va voir ici dans ce modèle-là, comment on va voir l'erreur? Eh bien, l'erreur va être plutôt ça va être un bug quelque part. C'est-à-dire qu'en fait ici, dans comment on perçoit l'apprentissage, ça va être un ensemble de planification où on va, donc planifier un certain nombre d'étapes dont on prévoit, les comportements qu'il va y avoir. Et s'il y a une erreur ici, eh bien, c'est que, dans le programme, il y a eu un bug. Donc voilà comment ici c'est perçu dans, le monde, dans ce modèle behavioriste. Et ici, ce qu'on peut s'interroger dans ce modèle-là, parce qu'on parle ici de comportement, non, de conditionnement opérant. C'est-à-dire le fait de mettre en place une certaine procédure, de mettre les individus, que ce soit les élèves, que ce soit les salariés, les collaborateurs, ce que vous voulez, les commerciaux. Donc on les met, dans un une procédure qu'on pense, donc il y a eu des penseurs qui ont créé et là je parle de ça, ça me fait penser aussi à l'algorithme aussi, à aussi tout ce qui est mis en place aussi, par exemple dans le monde des jeux vidéo, bah, dans le monde des réseaux sociaux, tout ce qui est mis en place pour, faire retenir, pour, inciter l'individu finalement à un comportement. Donc ici j'ai envie de dire ici vous avez, c'est comme s'il y avait, un premier niveau où il y a des têtes pensantes qui pensent donc à une procédure, qui pensent à une procédure et qui pensent aux effets que ça va avoir et ça. Et puis il y a des individus qui vont traverser ces opérations auxquelles, ont pensé les têtes pensantes et ils vont en sortir, voilà, quel sera le résultat finalement de cela? Et ici, on peut se questionner
Oui, il y a eu peut-être exécution dans le cas où, voilà, il y a cette exécution-là dans ce modèle-là, mais est-ce que finalement l'individu qui exécute ça sait pourquoi il le fait? C'est ce qu'il y a derrière. Il y a cette idée de boîte noire finalement quelque part. Est-ce qu'il sait pourquoi il fait ça? Ou alors, il a fait et donc voilà, voici le résultat. Et il y a c'est là, je dis, ça dépend aussi de comment on voit. Comment on définit apprendre? Si apprendre, c'est en lien avec l'émancipation, c'est en lien entre acquérir un ensemble de connaissances, ben, acquérir un ensemble de compétences qui va permettre à l'individu de penser par lui-même et de faire face à un certain nombre de situations lorsqu'il fera face à la vie courante dans la ou je ne sais quel autre domaine, enfin ou un domaine particulier. Ou est-ce que c'est, d'être le produit, de quel finalement, j'ai envie de dire un formatage où on sort, d'une usine quelque part. Donc ici, on peut s'interroger aussi, voilà, il y a du bon, c'est-à-dire, bien sûr, quand on crée une mise en situation, on doit réfléchir aux objectifs pédagogiques, pourquoi on le fait, quel effet ça va avoir, ce genre de choses. Mais c'est aussi important, en tout cas, de transmettre aussi. La question, c'est ici, comment on transmet. C'est le sens finalement. Comment l'individu qui apprend de cette façon va pouvoir se saisir du sens, va pouvoir imaginons, une personne qui fait une carrière et qui la fait un petit peu d'ordre chronologique où voilà, tout se déroule naturellement. Mais si c'est pas poser certaines questions à certains moments, à certains endroits, oui, peut-être que ça peut suivre de manière chronologique, mais derrière, qu'est-ce que l'individu a réellement appris? Qu'est-ce que l'individu a réellement appris et quelles sont aussi les zones, les angles morts finalement quelque part? Hem et là j'ai envie de citer, donc c'est dans le livre aussi, la thèse d'état de Laurence Viennot, qui est donc pionnière dans les sciences, didactiques et qui a mis en évidence. C'est-à-dire elle a mis en évidence c'est-à-dire la mise en situation des élèves, c'est-à-dire des lycéens, mais également des étudiants sur, un cas qu'on dirait simple, en tout cas dans la physique, en tout cas pour les personnes qui y sont initiées et c'est un cas donc c'est dans cet exercice-là. Alors que ce sont des personnes qui sont habituées, qui sont formées à faire face à des exercices plus sophistiqués, à y répondre facilement. Dans cet exercice-là qui était plutôt simple, enfin qui est vu comme trivial finalement, eh bien il y a eu 50 des personnes qui ont répondu à côté. Et derrière ça, qu'est-ce que ça montre? Ça montre que malgré, les connaissances, voilà, les compétences, les cycles, les différentes formations auxquelles l'individu peut avoir, eh bien, s'il y a des questions sur lesquelles c'est pas posé, ben, on reste encore un peu, comment dire ça? On reste sous l'emprise de raisonnements intuitifs, et surtout dans la physique, il y a beaucoup de choses où on peut répondre de manière intuitive, mais qui sera fausse et donc ça demande un travail de résistance. Ça demande le travail de résister sur ce qu'on croit oui, donc ça demande de travailler dans certains recoins, de penser finalement, de travailler dans certains recoins pour pouvoir aiguiser, déjà j'ai envie de dire sa faculté de suspendre les choses, sa faculté d'exercer son esprit, critique, qui permet aussi de faire, des découvertes.
Donc ici, c'était il y a une différence entre le raisonnement spontané et le raisonnement, on va dire, appris, raisonnement, physique et là-dedans, après, comment ont réagi finalement ces personnes qui se sont rendues compte que qu'ils ont échoué finalement à qu'ils ont fait cette erreur grossière quelque part? Eh bien, sur le coup, donc il y avait la vexation. Ensuite, par la suite, eh bien, certains d'entre eux ont dit que au travers de cette situation, ils ont appris plus que ce qu'ils avaient appris dans leur cycle d'études. C'est-à-dire que cette situation-là leur a permis d'ouvrir une façon aussi de comment voir leur rapport aussi à ce qu'ils apprennent et ça entraîne aussi à une vigilance. Mais également, j'ai envie de dire aussi, peut-être aussi, j'ai envie de rajouter aussi, ce ce genre de situation aussi, il entraîne aussi à je trouve que ça témoigne de l'intérêt dans certaines situations justement de faire des erreurs, même de multiplier des erreurs pour, déclencher la compréhension, pour amener de la compréhension et pour amener de la compréhension, pour s'interroger aussi sur, comment on apprend et il y a par exemple dans le domaine des sciences cognitives, de la psychologie cognitive, il y a aussi un test, qui consiste justement un test qui en tout cas dénonce les biais de confirmation que l'on peut avoir. Les biais de confirmation que l'on peut, avoir, en voyant la répétition de certaines choses et où on renforce des connaissances et où on ne vérifie pas. On va pas avoir ce réflexe de vérifier d'autres choses et des fois, pour pouvoir justement, s'approprier de la règle, pouvoir s'en sortir dans cette situation, il va falloir faire des erreurs pour valider, l'hypothèse. Pour valider une hypothèse et là, j'ai envie de parler aussi du critère d'irréfutabilité aussi en fait, ça demande finalement à ce qu'un individu puisse savoir dans son hypothèse, pour qu'elle puisse être validée, pour que sa solution puisse être validée, heu, est-ce que si on fait ça, est-ce que si on enlève en fait, qu'est-ce qui pourrait venir, fausser, qu'est-ce qui pourrait venir faire échouer finalement cette, cette conclusion-là, c'est un raisonnement où on va éliminer finalement des hypothèses. Si donc ici ça se produit ça et bien donc finalement c'est que c'est pas ça. C'est et ça c'est quelque chose aussi qu'on le retrouve aussi dans le domaine, médical aussi. On va pouvoir, exclure des fois certains diagnostics en présence de certains critères, par exemple. Et ça ce cadre-là, raisonnement, ces travaux-là de Laurence, Viennot, qui est pionnière donc en sciences didactiques, eh bien, ça me fait penser aussi aux travaux de de Kahneman de Kahneman avec son livre qui est arrivé en 2011, qui est Système 1 et Système 2, qui, je trouve en tout cas dans les idées, eh beh, ça me fait penser à ça, à ce système 1 où il y a, le système 1 qui va aller très vite, où on va aller sur les intuitions, on va être on va fonctionner rapidement, on va fonctionner vite par rapport aux éléments qu'on va faire. On va se faire des hypothèses qu'on va valider, on va entrer dans des biais de confirmation parfois et ça va permettre des fois d'agir vite. Il y a des choses où c'est très bien, mais voilà, c'est aussi quelque chose qui est, où il y a des risques, d'erreur et donc il y a aussi, bah, le système 2 qui va être,
plus lent, on va aller, dans de la logique, dans le raisonnement. Et ce qui est intéressant également, c'est les travaux de, Olivier Houdet, qui est apprendre qui avec son livre «Apprendre à résister», qui nous montre aussi que c'est pas simple aussi, mais c'est d'arbitrer. Lui, il a proposé un système 3. Donc l'idée, ça serait un système 3 qui arbitre entre ces différentes, quand est-ce que dans quelle situation finalement on va, laisser l'instinct, peut-être l'intuition, se prononcer, on enfin la suspendre et dans quelle situation on va, raisonner et par rapport aux erreurs, heu, que même quelqu'un qui s'est formé longtemps à un domaine, eh bien, ça demande aussi de développer une résistance cognitive, pas toujours simple à faire. Dedans, voilà, il donne aussi des clés sur, comment le faire. Parce qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est-à-dire dans ce qui était dit dans ce livre-là, c'est que, même si quelqu'un connaissait, la réponse à un exercice où il avait découvert la réponse, c'est pas par, la répétition que le transfert de compétences se faisait, c'est-à-dire c'est pas par, la répétition de faits, mais c'est aussi par, on va amener une forme de réflexion pour, amener cette vigilance-là. On va alerter sur, la nature de l'erreur. Ouais, il va y avoir un ensemble d'éléments qui justement ne se retrouvent pas forcément dans la répétition simple et bête, des choses. Donc ça va demander un certain effort finalement de se poser des questions, de se mettre en situation d'erreur pour exposer ses erreurs de raisonnement, pour exposer ses faiblesses et pour, par la suite, eh bien, adopter d'autres pistes et aussi, être conscient aussi des différentes erreurs aussi qui sont connues. Dans ce livre, «L'erreur, un outil pour enseigner», il parle également il catégorise aussi un certain nombre d'erreurs et ça, je me dis que c'est intéressant aussi parce que, dans nos métiers, par exemple dans le métier de coach aussi, dans nos métiers eh bien, nous avons des référentiels de compétences aussi. Eh bien, je trouve que ça peut être intéressant aussi, en tout cas, de faire un référentiel aussi des des grandes catégories d'erreurs ou bien des indicateurs un peu de la sorte qui va permettre aussi, de situer l'autre individu, l'individu qui apprend ou l'individu qui est en train de se dépasser. Donc ça va de pouvoir situer là où il se trouve. C'est-à-dire que si on ne sait pas d'où vient l'erreur, alors mieux on saura donc où sera l'erreur et mieux on saura aussi où intervenir. Et si on ne sait pas, on peut tâtonner et inventer, comme le fait Serge Bamard finalement, inventer aussi des situations qui va permettre des points d'appui qui vont permettre donc des points d'appui, aux personnes pour pouvoir, avancer. Déjà pour, celui qui transmet, qui accompagne, de d'avancer, de voir qu'est-ce qui se produit, quels sont les progrès ou quels sont les non-progrès aussi pour raviser, voir à peu près où pour décider finalement aussi de où il va orienter sa démarche, mais également pour, l'apprenant ou celui qui est accompagné, de vivre une nouvelle expérience dans laquelle il va avoir accès à d'autres connaissances et il va voir qu'il peut avoir d'autres comportements que ceux qu'il a habituellement
Et donc pour revenir à ce modèle-là, behavioriste qui opte donc moi j'avais parlé de formatage, mais peut-être en tirant un peu le trait, on va dire. Mais où on y il y a des moments où les procédures dans lesquelles on avait prévu, elles ne pourront pas s'appliquer dans certaines situations. Et donc ça peut être angoissant, mais ça demande aussi à celui qui apprend, à celui qui accompagne aussi d'être prêt à se séparer de cette procédure-là, de cette planification peut-être, pour justement être présent à ce moment-là et accueillir, produire produire quelque chose pour amener ici à un progrès. Et donc ce que je viens de dire, ça annonce le troisième modèle qui est le modèle constructiviste, où ici l'erreur va avoir un autre statut. C'est-à-dire que donc il va être cette erreur-là va donner des informations sur le cheminement de la pensée de l'individu. C'est-à-dire là, ici, donc on va considérer l'individu comme un être pensant et pas seulement comme, celui, qui est là et qui passivement peut-être reçoit, des connaissances, mais c'est aussi, bah, un être pensant qui, au moment où il entre, dans un apprentissage, à quel que soit son âge, arrive, non pas la tête vide, mais arrive déjà avec des données. Et là-dedans, l'auteur, il nous dit aussi de prendre garde. La connaissance, ce n'est pas en fait, on pourrait croire que donc ça serait, j'allais envie de dire comme Tetris, on va ça serait de rajouter, de rajouter. Or, dans si on peut dire, dans l'ensemble des connaissances qu'a déjà un individu, lorsque une autre, connaissance arrivée, il peut y avoir déjà des confrontations. Peut avoir des confrontations entre les différentes, connaissances ou expériences qu'un individu a reçues. Parce que dans différents domaines, des fois, ça peut naître aussi de l'incompréhension, ça peut naître également de carences, ça peut naître, d'expériences, traumatisantes aussi, ça peut naître de plusieurs choses, mais un individu quand il vient, il n'est pas vide. Il y a avec lui il vient avec lui avec des informations qui peuvent être, intéressantes dans certaines situations, inintéressantes, impertinentes dans d'autres situations. Et la question ici, c'est comment finalement l'accom celui qui accompagne, celui qui transmet, celui qui éduque, voilà, comment lui ou celui qui manage aussi, comment il va s'y prendre finalement, pour composer, c'est ça, là, ça demande en fait. Ici, dans ce modèle, il y a une autre responsabilité finalement. C'est cette responsabilité aussi, bah, de composer, avec quoi l'individu vient et à quel niveau il est. Et on n'est pas sur, quelque chose de formaté où là, on donne et là, ça passe ou ça casse. Là, ici, il va y avoir une exigence aussi envers, le professionnel qui va devoir, se poser des questions et qui va aussi avoir un certain nombre de références, d'outils et il va dépendre aussi de quoi il se nourrit aussi pour pouvoir, faire ses analyses. Et dans ce modèle donc dit constructiviste, cette erreur, elle va être vue comme un obstacle à l'apprentissage dans lequel donc le le celui qui doit transmettre, celui qui accompagne, il va devoir donc s'interroger et il va devoir aussi faire œuvre finalement quelque part là-dedans. Mais aussi celui qui,
finalement celui qui reçoit, celui qui est accompagné, lui aussi il sera aussi une tête pensante ici à cet endroit-là. Parce que oui, bien sûr, là, ici, on parle, ça va être on va pas ça va pas être une suite, d'événements qui va amener à un comportement de l'individu, qui soit instinctif ou alors qui va, découler d'une certaine procédure. Ça va être également l'idée de lancer aussi sa machine intellectuelle, le fait de l'amener aussi à penser, à mettre en examen aussi l'ensemble des connaissances dont elle a et l'ensemble des connaissances qui ne sont pas utiles dans telle ou telle situation. Heu, Ça va lui demander également de faire face aussi à des contraintes d'apprentissage aussi qui nécessitent aussi un certain temps aussi. Donc ici, dans ce modèle-là, les 2 parties vont être des têtes pensantes où elles vont opérer peut-être de manière différente, mais elles vont finalement œuvrer ensemble. Et alors, il y a derrière ça quelque chose, il y a qui relève du challenge, j'ai envie de dire. Et on parlait tout à l'heure de terreur et on n'est plus sur le même terrain quand on parle de terreur et qu'on commence à parler de progrès, quand on commence à parler de perspective. Parce que c'est vrai, ça peut être terrassant pour un individu de s'apercevoir qu'il se croyait à un endroit et que finalement il est à un autre. Donc, peut avoir, voilà, ce moment de découverte où s'ensuit des émotions. Mais les émotions, elles vivent aussi. C'est-à-dire, j'avais envie de dire, il y a une sorte de cycle et elles s'apaisent. Et bien sûr, on peut jouer aussi notre rôle en tant qu'accompagnant, accompagnateur, coach, professeur, tu pour accompagner aussi ce passage en fait de l'émotion à l'acceptation quelque part, mais aussi encourager aussi les mises en situation qui va permettre à l'individu de ne plus être justement sous l'oppression de ces de ces, de ses faiblesses, de cette insatisfaction présente, quelque part. Parce que aussi, heu, un individu qui constate qu'il est ici alors qu'il se croyait ailleurs et qui découvre que finalement, eh bien, c'est une suite aussi de parfois de mauvaises décisions, parfois faute pas de chance, parfois le fait d'autrui, parfois tout un ensemble de choses qui va faire que ici, le passé pour l'individu pourrait être lourd, pourrait être difficile et il y a aussi cette façon de voir si d'une expérience, on peut la rendre, est-ce que les expériences passées vont servir finalement à détruire notre présent, à renoncer à la possibilité de construire le présent? Ou est-ce que il va être peut-être un moment de digérer, oui, mais aussi peut-être il va servir aussi à se dire: «Eh bien, ça s'est passé ça, et bien aujourd'hui, ça m'empêche pas de pouvoir, mettre un pas en avant et d'aller dans une autre dynamique quelque part, dans une dynamique, autre qui était avant en fait finalement de quitter ces peut-être prédispositions, de quitter, de ne pas s'enfermer dans ce qui s'est passé auparavant pour justement se mettre dans des situations d'apprentissage qui amènent à penser, qui amènent à agir, qui amènent à finalement dans son livre de vie, à tourner
à tourner un certain nombre de pages, à vivre un certain nombre d'expériences qui fait que l'encre pesante de ce qui avait été écrit autrefois, de ce qui est toujours écrit, de ce qui est écrit jadis, ne pèse pas sur l'encre qui est à venir, sur l'encre présente. Et je pense que je vais terminer mon propos là-dessus et je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux bric-à-brac d'idées. Un bon week-end à vous et au revoir.